Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par cette pensée à l'endroit des acteurs de la société civile qui sont en détention. Ces acteurs de la société civile incarcérés dans différentes prisons civiles de la région de Tillabéri sont engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit de Ali Idrissa du Rotab incarcéré à Filengue, Nuhu Arzika du mouvement MPCR détenu à Tillabéri, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen à la prison civile de Walam, Maître Lirwana Abdraman du MPCR à Daikaina, Mekol Zodi du mouvement Tournant la page à Saï et enfin Diori Ibrahim de l'association alternative Espace Citoyen à Kolo. Sit-in ce matin du personnel de la maternité Isaka Gazobi à la devanture de l'administration de la dite institution pour dénoncer les conditions de vie et de travail des agents de la maternité. Le reportage est de Nafisa Hassan et Ibrahim Abdou. C'est à travers des slogans de détermination que le personnel de la maternité Isaka Gazobi, membres du CISAS, du Sanfamed et du SNES sont sortis pour dénoncer une situation qui prévaut au sein de cette institution relative aux conditions de travail qu'ils qualifient d'insoutenables et d'inhumaines. Jusqu'à ce jour, 19 juin 2018, les mêmes revendications non satisfaites restent toujours d'actualité. Les mêmes ruptures fréquentes des produits d'entretien, de consommables médicaux, de chirurgie, d'anesthésie. Cette rupture de produits anesthésiques est criante, faisant pratiquer des gestes en dehors des normes scientifiques. Des ruptures d'équipements et réactifs de laboratoire, indispensables à la prise en charge de nos patients, dont l'engagement était pris de les solutionner immédiatement lors de la deuxième rencontre, n'a jamais été honoré. La pharmacie de session reste toujours mal ravitaillée et ne permet pas de régler sur place les ruptures de consommables pharmaceutiques. Les patientes sont contraintes d'errer de pharmacie en pharmacie à des heures tardives avec leur ordonnance pour trouver les médicaments indispensables avec tout ce que ça comporte comme risque sécuritaire. Toujours la même cuisine qui depuis 11 mois ne fournit plus de repas aux patientes. Pire encore, durant le mois béni de Ramadan et le jour de la fête d'Eid el-Fitr, ni les patientes, ni le personnel de garde n'ont été servis à repas. Au regard de tout ce qui précède, le personnel de la maternité Isaka Gazobi exige. Interpellons le ministre de la Santé publique de prendre toutes ses responsabilités à améliorer la santé de la population en donnant à cette maternité son sens de centre de référence où règne des soins de qualité avec un matériel performant répondant aux normes de soins. Exigeons le remboursement de tous les arriérés liés à la gratuité des soins. Exigeons le recrutement de tous les agents bénévoles. Exigeons sans condition et sans délai le départ du directeur général de cette institution pour mauvaise gestion et pour avoir trahi la population et le personnel en les exposant à des risques de transmission de maladies. Nous attirons l'attention de l'opinion publique contre les manœuvres visant à discréditer ces légitimes préoccupations. Le fait de ravitailler la cuisine en vivres ce dimanche et de disposer d'autres consommables à la pharmacie, histoire de se mettre à jour sous la menace et prétendre qu'il n'y a aucun problème de fonctionnement à la maternité Gazobi. Mettons en garde contre les intimidations et des menaces de liquidation des dirigeants syndicaux ouvertement annoncés pour avoir exercé leurs droits et devoirs syndicaux, ou le fait de pervertir certains passages des discours revendicatifs en insulte au président de la République. La maternité Isaka Gazobi est l'une des institutions sanitaires les plus fréquentées au Niger, mais surtout la plus grande maternité de référence. Alors vivement que le personnel et l'administration puissent trouver un terrain d'entente pour le bien-être de la population. Rappelons que le premier responsable de cette institution était absent au moment de cette manifestation.
Suite au problème d'approvisionnement en eau observé ces derniers jours dans la capitale Niamey, les défenseurs du consommateur en appellent à la responsabilité de la société d'exploitation des eaux. Reportage est signé Adam Soumana. Les populations de la capitale nigérienne ont l'impression de ne plus vivre aux abords du majestueux Djoliba, ce fleuve ayant coupé Niamey en deux rives. Et pour cause, ces populations font face à une pénurie d'eau que dénoncent avec la dernière énergie les défenseurs des droits des consommateurs. Nous avons tenté quand même de joindre les autorités en charge de la Seine. Et malheureusement, c'était un peu difficile. Sauf hier, je vous dis, hier j'ai pu communiquer avec le directeur du patrimoine des eaux et d'exploitation de la Seine. Et donc le monsieur, qu'est-ce qu'il me fait comprendre? Qu'ils ont un problème technique auquel c'est de la boue maintenant qui sort au niveau des cuves d'alimentation d'eau de la Seine au niveau de la station de pompage de Goudel. Mais je l'ai dit, s'il vous plaît, de grâce, est-ce que dans l'année, combien de fois cette boue-là monte pour que vous pouvez priver les gens? Il me dit non, c'est que c'est une question technique, ils sont en train de régler ça. Et je l'ai parlé de la communication, il a reconnu lui-même que vraiment ils ont une défense de communication. On ne peut pas comprendre que là, aujourd'hui, une société comme la Seine n'a même pas un groupe électrogène qui puisse fonctionner la montée de l'eau des bassins de Goudel. Quand toutefois la Nigélec est en coupure d'électricité, vous voyez, si la Nigélec fait 24 heures sans électricité, la Seine va faire 24 heures sans eau. Et ça, c'est très grave. Une société comme la Seine, une société de patrimoine comme la Seine qui n'a pas de groupe électrogène pour faire remonter l'eau, pour servir la population, c'est regrettable et c'est très grave, c'est dangereux. Ça, ce n'est pas bon. Il faut que ces gens-là se ressaisissent. Il faut que cette société-là revoie sa gestion. Face à cette situation, en tant que conseiller anonyme, nous pensons que ce mois de juin-là, la Seine va faire un effort pour vraiment facturer à 50% toutes les factures de la population de la ville de Niamey. Parce que, compte tenu des agréments, il faut qu'ils se ressaisissent, il faut qu'ils préparent ce préjudice pour que vraiment les gens se sentent un peu soulagés. Et qu'il faut que dorénavant, cette société respecte vraiment les clients. Et il faut que l'État même s'implique dans la gestion de cette eau-là pour que vraiment dorénavant des choses comme ça ne se répètent pas. Quoi qu'il en soit, il urge de trouver une solution à ce problème d'approvisionnement en eau au niveau de la capitale, car comme le dit une sagesse, l'eau c'est la vie. Cérémonie de lancement des études complémentaires de faisabilité du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique DTS. C'était en présence du ministre des Postes Sani Megouchi. Le compte rendu. Cette cérémonie marque le lancement des études de faisabilité du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique. Des études financées par la Banque africaine de développement et qui seront menées par la société Sofrecom. Le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique permettra d'améliorer l'accès des populations, des administrations et des entreprises à des services de télécommunications de qualité et à des prix abordables sur l'ensemble du territoire national. Le projet de la dorsale transsaharienne, comme le nom l'indique, c'est un projet qui suit le prolongement depuis la frontière d'Algérie, Arlit, Agadez, Zender, Difa jusqu'à la frontière du Tchad. Il va suivre la route transsaharienne en fibre optique tout le long de ces axes. En même temps, maintenant, on va faire la mise à niveau du prolongement du Burkina Faso et Toro du Niamey, l'axe Niamey-Dosso, frontière du Bénin. Ça nous permettra de connecter notre pays à l'ensemble des pays frontaliers en ce qui concerne la fibre optique. Son importance maintenant, c'est la connectivité aujourd'hui du Niger aux pays frontaliers et qu'on n'ait aucune barrière en ce qui concerne l'Internet. Les études complémentaires de faisabilité du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique sont composées de 3 volets essentiels. Ces études complémentaires sont composées essentiellement de 3 volets. Volet 1, l'élaboration d'un plan stratégique de mise en œuvre de la politique sectorielle des télécommunications éthiques. Le principal objectif de ce volet est de rendre opérationnelle la politique sectorielle des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Le volet 2, étude de faisabilité d'un système intégré de gestion et d'identification électronique des personnes SIGEP. Ce volet se propose de définir une méthodologie de codification unique des personnes
à travers la mise au point d'un identifiant unique national des personnes au Niger. Volet 3, étude de faisabilité d'un centre de données national, communément appelé data center. La mise en œuvre de la politique sectorielle des télécommunications devra s'appuyer sur une plateforme infrastructurelle de type data center ou centre de données destinée à assurer l'hébergement de l'ensemble des ressources informationnelles. Le ministre des Télécommunications a exhorté toutes les parties prenantes au respect des clauses contractuelles et à la société Sofrecom de respecter le délai prévu qui est de 5 mois et le terme de référence de ces études. Ouverture ce matin d'un atelier de formation des membres du cadre de concertation de la société civile active en éducation sur la décentralisation et le transfert de compétences et de ressources aux collectivités décentralisées. Cet atelier est organisé par le cadre de concertation de la société civile active en éducation en collaboration avec le programme alimentaire mondial PAM. Le compte rendu de Nafis Zakou et Sadou Doumi. C'est dans le cadre du renforcement des capacités des membres du cadre de concertation de la société civile active en éducation que se tient cet atelier de formation sur la décentralisation et le transfert des compétences des ressources aux collectivités décentralisées. Occasion pour la vice-présidente du cadre de souligner l'objet de la présente cérémonie. Nous avons eu une série d'ateliers déjà, des organisations, des ONG d'abord, ensuite des syndicats. Et maintenant, ce sont les membres du cadre que vous êtes que nous allons vraiment un peu imprégner sur la décentralisation et le transfert de compétences pour qu'on puisse savoir, en tout cas, à quel point, comment insérer le problème de l'alimentation scolaire dans ce dispositif. C'est que nous savons que vous êtes vraiment capable d'influencer et de mener donc des actions afin que le problème de l'alimentation scolaire soit résolu. Quant à la représentante du programme alimentaire mondial PAM, elle a accentué son allocution sur les objectifs assignés à l'alimentation scolaire. L'alimentation scolaire suivie assigner d'autres objectifs, à savoir, il y a son objectif classique, c'est lui vraiment d'améliorer l'accès et la rétention des enfants de milieux défavorisés, comme l'avait si bien dit Hajia. Mais il y a d'autres objectifs qui ont été assignés à l'alimentation scolaire, c'était la nutrition. Il y a les filets de sécurité et la protection sociale, parce qu'à travers l'alimentation scolaire, c'est un transfert de revenus aux ménages défavorisés. Il y a aussi ces liens entre l'alimentation scolaire et les achats locaux, où vraiment l'économie locale est stimulée. Il y a aussi un autre objectif, c'est vraiment les transferts de compétences vers le gouvernement, pour qu'au fil du temps, qu'il puisse mener les activités d'alimentation scolaire, juste peut-être avec un simple appui de partenaires. Dans son discours d'ouverture, le représentant du ministre de l'Éducation primaire a salué l'initiative. Le transfert des compétences aux collectivités, mis en chantier par le gouvernement, dans le cadre de la gestion de l'école, participe des innovations idoines mises en œuvre pour rendre notre système éducatif plus qualitatif et plus performant. C'est vous dire que votre option est un accompagnement de taille à l'action du ministère, et pour réussir, les membres du cadre de concertation doivent être outillés et leurs capacités renforcées. Il faut noter que cet atelier qui durera 2 jours permet aux participants de faire le lien entre l'alimentation scolaire et le transfert des compétences. À l'instar des pays du monde entier, le Niger célèbre ce jour la journée mondiale de sensibilisation sur la drépanocytose. Une occasion saisie pour lancer le guide de prise en charge harmonisée d'un drépanocytaire. Plus de précisions avec le médecin-chef du Centre national de référence de la drépanocytose, Dr Baydari Ali. La journée du 19 juin a été une journée qui a été décrétée par l'Organisation mondiale de la santé, d'abord pour célébrer la drépanocytose, parce que vous savez, c'est une maladie qui est négligée
c'est une maladie dont on n'en parle pas, mais c'est la première maladie génétique au monde. Donc voyez-vous, les premières dames de tous les pays d'Afrique se sont réunies. Ils ont vu que c'est pas normal à ce que cette maladie, qui concerne pratiquement toute la population africaine, soit aussi négligée que ça. Donc elles ont fait un lobbying au niveau d'abord de l'UNICEF, plus au niveau de l'UNESCO, au niveau de l'Union africaine, et à la fin ils ont vu au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU elle-même, qui a donc décrété le 19 juin comme journée internationale de sensibilisation sur la drépanocytose. De ce fait, cette journée aujourd'hui qui nous a réunis là, c'est parce que au niveau donc de 6 pays, dont 5 pays d'Afrique de l'Ouest, les experts sur la prise en charge de cette maladie se sont réunis et ils ont établi un guide. C'est un guide de prise en charge harmonisé qui permet de prendre en charge le drépanocytaire de la case de santé jusqu'au sommet supérieur, c'est-à-dire au niveau de l'hôpital général de référence. La prise en charge d'un drépanocytaire, voyez-vous, c'est pas quelque chose qui est assez facile parce que dans la plupart du temps, c'est quand un drépanocytaire se présente avec une complication qu'il vient au niveau du centre ou il vient dans un centre de santé. Une complication, c'est quoi? Quand un drépanocytaire vient, même s'il vient avec une fièvre, nous, au niveau du Centre national de référence de la drépanocytose, on considère que c'est une complication parce qu'il est malade qu'il est venu. Et c'est pour ça là, que nous avons eu à faire en 2016 le test du petit pied, le test de dépistage néonatal, où on peut faire le diagnostic de la drépanocytose à la naissance de l'enfant. En ce moment-là, l'enfant n'a pas la maladie, il n'a pas les signes de la maladie. Il a la maladie, mais il n'a pas les signes. En ce moment, on peut le suivre pour qu'il ne fasse pas des complications. Maintenant, dans la plupart du temps, ces enfants nous arrivent au niveau des centres de santé en tant que malades, en tant que personnes qui ont déjà des complications. Et à ce niveau-là, il faut prendre la maladie qu'il est en train de faire, mais aussi le programmer pour le suivi drépanocytaire pour éviter à ce qu'il refasse d'autres complications. Voilà, mesdames, messieurs, ici pour enfin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.